Premières vacances en Côte d'Ivoire. C'était la première fois que je faisais un si long voyage en avion, la première fois que j'allais en Afrique. À Abidjan vivait toute la famille de mon oncle par alliance, d'origine ivoirienne. La sœur de mon père, Tanti Christiane, son mari, le docteur Doumbia, et leurs 2 enfants, les jumeaux, Sophie Mahon et Julien Lassina. Je venais passer 3 semaines de vacances de fin d'année chez eux. Tanti Christiane m'attendait dans la salle de livraison des bagages. À peine terminé les formalités de police, je courus me jeter à son cou pour l'embrasser. Un jeune porteur, un garçon de moins de 15 ans, se tenait à sa droite, très attentif, avec un chariot. Elle me le présenta. « Mathieu, voilà mon petit porteur attitré. Nous l'appelons Petit Mamadou. C'est mon fils. Ici, tu vois, les femmes appellent leurs fils les garçons qui ont l'âge de leur propre enfant et qu'elles aiment et protègent. » Petit Mamadou n'a pas attendu que Tanti termine la présentation. Avec une agilité à vous couper le souffle, il a sauté sur le tapis roulant, attrapé ma valise au sol, il l'a enlevée, puis l'a posée sur son chariot avant de se diriger gaillardement vers la sortie. Tanti et moi, la main dans la main, nous l'avons suivi. Tanti n'arrêtait pas de me demander des nouvelles des grands-parents, de ma mère, de mon père, de ma sœur et de tous les autres membres de la famille de Lyon où nous habitons tous. Nous avons passé les douanes. Tanti et les douaniers ont échangé des salutations. J'avais l'impression qu'en Afrique, tout le monde se connaissait et se salue. À la sortie de l'aéroport, sous l'auvent, mes cousins, les jumeaux et une fille que je n'avais jamais vue m'attendaient. Les jumeaux, tu les connais bien, pas besoin de présentation. Celle-ci, elle me montra Sally, c'était une nièce, la fille du frère de mon mari. Je te la présenterai plus longuement tout à l'heure. Pour le moment, je cours chercher la voiture. Attendez-moi. Ce fut ma première rencontre avec Sally. Elle m'a embrassé la dernière. Nous n'avons pas arrêté, elle et moi, de nous dévisager et de nous observer. J'étais charmée par son élégance et par son teint. Elle n'avait pas le teint terne chocolat des autres noirs, mais le brillant du jet. Elle était belle. J'ai continué à la regarder au point d'oublier pendant quelques minutes le malaise qui m'avait saisi à mon arrivée. J'avais la sensation de me déplacer dans une serre depuis que j'avais débarqué de l'avion. Il faisait chaud et étouffant. Tanti a arrêté la voiture à notre hauteur. « Mathieu, je te présente Sékou, le chauffeur, » me dit-elle en se penchant à la fenêtre. Le chauffeur descendit et ouvrit le coffre. Soudain, surgit d'où on ne sait où, un malabar, le crâne ras, de très gros bras. Sans rien demander à personne, il bouscula le petit Mamadou et avec une force et une dextérité incroyables, il balança lui-même la valise au fond du coffre. Sans hésiter, il tendit immédiatement la main à Tanti. « Maman, il n'a rien fait, ne lui donne rien » crièrent les jumeaux à leur mère. Tanti écarta la main du loupard, intrus, et accorda la petite pièce à Mamadou, qui la serra entre ses doigts avant de détaler. Il fut aussitôt poursuivi par le loupard, plus rapide et plus grand, qui le rattrapa, le souleva et lui tordit le bras par derrière en s'acharnant sur le poing fermé sur la pièce. Petit Mamadou criait, se débattait, résistait, tenant fermement les doigts sur son gain. Tanti descendit de la voiture et alerta la police. 2 policières débarquèrent tout de suite, prêts à conduire le loupard et Petit Mamadou au poste. Nous avons démarré aussitôt pour la ville d'Abidjan. Nous étions 4, très à l'étroit sur le siège arrière de la voiture. Les 2 jumeaux, Sally et moi. Tanti Christiane, assise à l'avant, à côté du chauffeur, a remarqué que j'étais distrait. Je ne suivais pas les explications qu'elle me donnait sur la ville. Je continuais à dévisager Sally. « Bon, Mathieu, donne-moi d'abord les nouvelles de la famille. Tu auras tout le loisir de discuter et d'admirer Sally tout le reste de la journée. » Les jumeaux éclatèrent de rire. Sally, confuse, baissa les yeux. J'avais compris qui était Sally. C'était la fille de Yacouba, le frère du docteur Doumbia, mon oncle, le mari de Tanti Christiane. Elle était dans la même classe que les jumeaux, en 4e au lycée français de Cocody. On dit qu'Abidjan est la perle des lagunes parce qu'elle est construite sur une île et une presqu'île créée par des bras de lagune
m'expliqua Sally. Nous avons parcouru une longue autoroute qui contournait un monument blanc, puis nous avons passé une digue avant de nous arrêter au feu rouge au milieu d'individus qui foncèrent sur les véhicules, tous d'un seul mouvement. Je crus à une agression et me baissai. Toute la voiture éclata à nouveau de rire. La jumelle me rassura. « N'aie pas peur, c'est le marché des feux rouges. » À gauche, 2 jeunes chômeurs proposaient des montres, des fers à repasser, des casquettes, des postes de radio, des valises, des paquets de papier hygiénique. À droite, 2 aveugles, un handicapé se déplaçant sur les 2 mains et les 2 genoux, et une petite fille touareg de 7 ans s'accrochait aux vitres et au portail. Les jumeaux me donnèrent des pièces que j'offris aux aveugles qui s'éloignèrent, et il me restait rien à offrir à la petite touareg, ni aux autres mendiants qui, de colère, se mirent à cogner sur le capot et aux portes. Tonty continue à discuter, à marchander, imperturbable. Je te la laisse à 5 000 au lieu de 5,50 parce que j'ai faim. Je n'ai rien vendu aujourd'hui et je veux te faire plaisir. Peu convaincu, Tonty répondit. Je la prends si tu me la laisses à 1 000 francs. Donne 1 500. Pour 1 500, elle est à toi. La discussion n'a pas eu le temps d'aboutir. Les feux ont passé au vert, les voitures ont démarré. Nous nous sommes engagés dans une très large avenue qui semblait ne pas avoir de fin. C'est l'avenue Giscard d'Estaing, poursuivit Sally. Dans la voiture, j'avais mauvaise conscience. Je regrettais de ne pas avoir offert de pièces à la petite de 7 ans. Elle murmurait « J'ai faim, j'ai faim ». Et de faim, elle tournait les yeux et tendait ses petites mains fragiles et tremblantes. Tonty me consola et me rassura. « Ne te reproche rien, elle fait de la grimace. Depuis des mois, elle fait les grimaces. Chaque fois qu'une auto s'arrête, elle ne souffre pas de faim et elle ne mourra pas de faim. Il y aura toujours des automobilistes qu'elle parviendra à émouvoir. » Présentation à Trècheville. Nous avons tourné à gauche et débouché dans des rues encombrées de pousseurs de chariots à main et de taxis cornant et zigzagant comme si aucun chauffeur ne connaissait ni le code de la route ni sa destination. Des trottoirs débordés de marchands de volailles et de vendeuses d'aliments chauds, assises ou debout à côté de leurs marchandises. Nous sommes à Trècheville, le plus ancien quartier indigène d'Abidjan. Nous allons saluer grand-mère qui habite le quartier, expliqua Sally. Oui, Mathieu, reprit Tonty, les coutumes en Afrique recommandent que je t'amène saluer la doyenne de la famille avant toute chose, avant même que tu défasses ta valise. Nous te conduisons d'abord chez ma belle-mère pour ce salut d'usage et pour les présentations. Elle se nomme Aïssata, mais dans la famille, on l'appelle souvent la mamie ou la vieille. Nous sommes entrés dans une cour où des enfants à demi nus, le ventre ballonné, accourus de toutes les maisons de la concession, nous assiégèrent. Ils tendaient les mains en criant « Toi à bout, toi à bout, toi à bout, toi à bout ». Cela signifie « Européen », me chuchota Julien. Les enfants se précipitaient sur nous parce que Tonty avait l'habitude de leur distribuer de la petite monnaie quand elle passait rendre visite à sa belle-mère. Leur nombre ne cessait de croître. Vinrent alors s'ajouter des mères avec des bébés sur le dos ou dans les bras. Une vraie foule finit par se constituer. Nous les avons fuis et nous avons pénétré précipitamment dans la maison de la vieille qui me prit tout de suite dans ses bras. « Comment il va ton papa là-bas ? Bien, très bien. Et ta maman, elle va bien ? Bien. Et ta sœur, et ton frère, et tout le monde là-bas ? Bien. » Je répondais bien ou oui aux interminables questions que la vieille me posait avec un large sourire et une grande bonhomie. Toutes les pièces de la concession de Mamie Aïssata étaient habitées, pleines. Partout grouillaient des femmes et des enfants comme à la sortie d'une école maternelle. Une véritable ruche. Sally et les jumeaux remarquèrent ma surprise et me donnèrent des explications. La maison de Mamie est un véritable hospice. Elle accueille toutes les mères malheureuses ou abandonnées et leurs enfants. Elle a toujours chez elle une vingtaine de personnes à nourrir, habiller et loger. Elle consacre toute sa maigre retraite et tous les dons qu'elle reçoit de ses propres enfants à cette œuvre de bienfaisance. Elle récupère tous les enfants malheureux du clan, ajouta Lassina, de tout son monde. Mais personne n'ose le lui demander, et sans son entourage, sa grande famille, elle serait triste et tomberait malade, précisa tante Christiane.
Pendant ce temps, la vieille s'activait, pressant tout le monde. Elle entrait et sortait, appelait, interpellait, donnait des ordres à haute voix. Au bout de quelques instants, de nombreux plats de nourriture sortirent des chambres et furent servis sur un guéridon. Sophie me les présenta un par un. « Tiens, sers-toi, il y a de tout, des bananes frites qu'on appelle des alocos, du couscous de manioc qu'on appelle attiéké. Sinon, tu as du foutou et du riz sauce graine ou du thau ou du fonio sauce gombo frais. Ce sont toutes différentes sortes de féculents qu'on assaisonne avec des produits locaux. » Les jumeaux se servirent, je les imitais et goûtais un peu de tout. Les bananes plantains frites étaient succulentes, le couscous de manioc aussi, mais tout était fortement pimenté, il fallait l'accompagner avec du nyamakuji, une boisson réalisée avec des extraits de gingembre, également pimentée. J'avais la bouche en feu. Les jumeaux et Sally, eux, se régalaient. Ils riaient, se moquant de mes gestes maladroits pour nettoyer ma bouche brûlante. Je n'arrivais pas à avaler ma 3e cuillerée et je capitulais sous leur colibé. Finalement, je vidai 3 grands verres d'eau sans étancher ma soif ni calmer mon supplice. Yacouba, chasseur sorcier et guérisseur. Après mon premier repas intégralement africain, je quittai la vieille Aïssata et le quartier bruyant de Trècheville. D'après ce que j'ai pu comprendre, la vieille ta grand-mère t'a encore parlé du problème des cérémonies initiatiques qui doivent avoir lieu au village. Elle a dû évoquer aussi l'arrivée prochaine de ton père, demanda Tanti à Sally dans la voiture. Oui, je lui ai confié ce que je vous ai dit à tonton et à toi. Elle n'a pas fait de commentaires. Voyons, mon air perplexe, Tanti m'expliqua le problème qui se posait à la famille pour les vacances de Noël. Yacouba, le père de Sally, était le beau-frère de Tanti. C'était un chasseur, un sorcier et un guérisseur professionnel. Il devait venir un de ces jours à Abidjan. C'est un homme difficile que tous les membres de la famille, tous les proches craignent. À la moindre contrariété, il va chercher son fusil de chasse, le charge, le balance, menace et tire en l'air. Mais il est très souvent demandé par les villages poursuivit Tanti. Par exemple, un village terrorisé par une bête sauvage le convoque pour qu'il chasse l'animal. Et tous les 2 à 5 ans, il change de domicile pour s'installer dans un nouveau village qu'il ravitaille en gibier. Pour les habitants de ce village, il fait aussi fonction de guérisseur traditionnel et de sorcier voyant. Pourquoi Sally ne vit pas avec lui? Il a divorcé de sa mère quand elle n'avait que 5 ans. Il nous l'a confié et nous l'avons adopté, répondit Tanti en regardant Sally dans le miroir. Il revient pour les cérémonies d'initiation? Je lui demandai intrigué. Oui, c'est lui qui préside chaque année pendant les vacances de Noël, les cérémonies d'initiation. Elles ont lieu à Bundiali, le village natal de mon mari, ton oncle. On appelle ces cérémonies le Kéné, au cours duquel les garçons et les filles sont scarifiés. Scarifiés? Oui, ce sont des rites d'initiation qui consistent à entailler différentes parties du corps et du visage afin de marquer à vie les personnes initiées. En fait, tu incises la peau de façon à laisser des marques, des cicatrices. Aujourd'hui, ça se fait sous forme d'une sorte d'opération chirurgicale, mais dans des conditions hygiéniques déplorables. Les enfants scarifiés courent un très grand danger. Certains en meurent. Je n'osais pas faire le moindre commentaire. Yacouba doit venir chercher sa fille et les jumeaux. C'est au tour de leur génération de se faire initier cette année. Ma tante était opposée à la scarification des jumeaux, ses 2 propres enfants, mais elle ne pouvait pas s'opposer à l'initiation de Sally. Seule Sally elle-même pouvait refuser, ce que mon oncle, médecin et ma tante lui avaient conseillé de faire. Le père de Sally, Yacouba, maître chasseur, était le chef du masque Komo et des traditions au village. Il tenait à ce que sa fille soit initiée. Il y allait de son autorité et de son prestige. Il fallait absolument que sa fille participe aux cérémonies. C'est pourquoi il avait décidé de venir à Abidjan pour la convaincre. Mais moi, je ne voudrais pas. Je veux suivre ce que ma grand-mère et tante Christiane me conseillent. Je refuse d'aller à Bundiali pour participer aux cérémonies d'initiation, intervint Sally. Tanti se tourna vers elle et moi et m'annonça. Mathieu,
Tu vas voir, un de ces soirs, Yacouba va organiser à la maison un spectacle, un récital de chasseurs. Il y aura des chansons, des danses et surtout beaucoup de magiciens et de magie. Yacouba va user des plus grands moyens pour convaincre sa fille. Luxe et misère. Le temps que l'on m'explique la signification et les enjeux de tous ces rites, nous étions arrivés devant la maison de ma tante et son mari. C'était une très luxueuse villa construite au bord de la lagune, avec un vaste jardin et une grande piscine. Un bateau de plaisance était amarré dans un port particulier. Je fus tout de suite frappé par le nombre de personnes au service de la maison. Un cuisinier, une lingère, un serveur, un chauffeur, un jardinier et un gardien. 6 personnes en tout. Mon oncle sortit de son bureau, il vint à ma rencontre, m'embrassant pendant que le garçon s'affairait autour de ma valise. Adama, le cuisinier, avait préparé quelque chose pour mon arrivée. Assurément, on croit en Afrique que l'arrivant a toujours faim. Heureusement, Sally lui expliqua que nous nous étions arrêtés à Trècheville. « Je comprends », répondit Adama. Tanti me conduisit dans ma chambre qui offrait une vue splendide sur la lagune. Mais je n'eus pas le temps de défaire ma valise, elle vint tout de suite me chercher. Nous allions raccompagner Adama chez lui en voiture, dans le quartier de Washington. C'est un quartier d'habitation précaire, coincé entre la colline de Cocody et l'autoroute. Des cabanes de bois couvertes de vieilles tôles rouillées sont accumulées et accrochées les unes aux autres et tiennent pour un prodige qui défie l'imagination. Les habitants n'ont ni eau ni électricité, des chemins tortueux, suivant les ravins creusés pendant les saisons des pluies, permettaient de circuler entre les pâtés de cabanes. Des enfants au ventre proéminent et pieds nus couraient dans tous les sens ou s'amusaient avec des jouets de leur propre fabrication, des boîtes de conserve assemblées avec des fils de fer ramassés dans les décharges. C'est à Washington que vivait avec leur famille tout le personnel de maison des Doumbia. Après de véritables exercices d'équilibristes, nous avons atteint la cabane d'Adama où nous accueillit l'épouse du cuisinier. Elle nous attendait, ayant arrangé des escabeaux autour d'un guéridon couvert d'une serviette blanche. Elle nous proposa elle aussi des fruits et des rafraîchissements. Tanti la remercia, nous n'avions pas soif. Tanti souhaitait plutôt avoir des nouvelles du bébé qui souffrait la semaine dernière d'une angine. Le bébé allait beaucoup mieux. La danse des griots et des chasseurs. C'est au soleil couchant dans le jardin de retour d'une promenade en bateau sur la lagune que nous sommes tombés sur Yacouba au milieu d'un groupe de chasseurs et des griots de chasseurs. Pour la première fois, je voyais le père de Sally. Il était comme Tanti me l'avait décrit, des yeux d'aigle, la sveltesse d'un rognier et la taille d'un fromager. Il portait en bandoulière, comme tous ses confrères chasseurs, un long fusil de traite et une cotte en tissu gris où étaient accrochés des fragments de miroir et des trophées, des griffes, des plumes, des cornes, des restes de queue de bêtes sauvages. Seul Yacouba, grand maître chasseur du groupe, tenait à la main le bout d'une queue d'éléphant en guise de chasse-mouche et d'éventail. Sans la moindre retenue, les jumeaux se précipitèrent sur leur oncle et le saluèrent. Moi, j'avais peur, je cherchais à l'éviter. Le grand maître chasseur devina mes sentiments. Il se leva, me coupa le passage, m'arrêta et me serra la main. Tanti lui avait appris mon arrivée. Les autres chasseurs, ainsi que le griot des chasseurs et ses apprentis, imitèrent leur maître, se levèrent et vinrent l'un après l'autre me serrer la main. Je ne me sentais pas rassurée. Je préférais rentrer dans la maison pour les regarder depuis la fenêtre de ma chambre. Un peu plus tard, au crépuscule, je vis tous les chasseurs se débarrasser de leurs fusils avant de s'aligner face à l'est pour prier. Après la prière, comme une section de tirailleurs en manœuvre, ils se sont mis en rang et sont sortis du jardin par la porte cochère. Il était 8 heures passées quand j'entendis dans la rue 2 minicars s'arrêter à hauteur des garages de la villa, puis des cris et des rires, suivis brusquement d'un silence de mort. À son tour, le silence fut subitement rompu par le son d'un instrument à cordes interprétant un air repris en chœur. Les chasseurs et les soulmans, les jeunes prêts à l'initiation, étaient arrivés.
En chantant à haute voix par la porte cochère, ils pénétrèrent dans le jardin sur 2 rangs, un rang de chaque côté de l'allée centrale, le rang des Soulman à droite et celui des chasseurs à gauche. Tous chantaient en chœur et de plus en plus haut, dansant en avant à pas cadencés. En tête du ballet, 2 maîtres chasseurs coiffés de mitres. Je marchais au milieu de l'allée. Un griot de chasseurs accompagné de 2 apprentis emboîtait le pas au maître. Rapidement, le balai atteint la pelouse, un vaste gazon en pente qui séparait la piscine de la berge de la lagune. Nous étions descendus dans le jardin aussitôt après le repas du soir. Nous les attendions impatiemment, groupés en demi-cercle. Les jumeaux, Sally et moi, nous nous tenions devant, au premier rang, sur l'aile gauche du demi-cercle. Devant nous, Yacouba, Tanti, son mari et certains de leurs invités. Le personnel de la maison occupait l'aile droite du demi-cercle. Derrière ce rang, une foule. Tanti avait invité tous les voisins malinqués du quartier et leurs familles pour assister au spectacle. Ils étaient une bonne trentaine, hommes en boubou, femmes et enfants assis en demi-cercle dans les fauteuils, sur des chaises ou des bancs. Yacouba, en tenue d'apparat de grand maître de chasseurs, trônait sur un fauteuil, bien en vue, au milieu du demi-cercle. Il était coiffé de sa haute mitre, flanqué de chaque côté d'un petit miroir encadré de kauris. Il tenait à la main un manche à laquelle était cousue une queue d'éléphant. Il était serré dans un boubou qui lui descendait jusqu'aux genoux. Au boubou de toutes parts étaient accrochés des multiples gris-gris et surtout des trophées. C'étaient les différentes parties de tous les fauves qu'il avait abattus au cours de sa longue carrière de chasseur professionnel. Griffes, cornes, plumes, écailles, bêtes, poils. Les jumeaux et Sally qui m'encadraient comprirent que j'avais eu très peur. Ils me tapotaient sur les épaules, me rassurant. Ils se penchaient vers moi et m'expliquaient à l'oreille les différentes étapes des cérémonies. La veillée devait durer jusqu'à 4 heures du matin. À ce moment-là, les cars devaient amener les Soulman qui voudraient se faire initier à Boundiali. Le balai se dirigeait sur Yacouba. La veillée était organisée en l'honneur du grand maître de la confrérie qu'il était. À ses pieds, les 2 maîtres s'agenouillèrent, les non-initiés les imitèrent. Seul le griot musicien chanteur et ses 2 apprentis se relevèrent après la révérence. C'est le Sora, le chanteur musicien, me chuchota à l'oreille Sally, et les apprentis sont les répondeurs. En effet, à chaque affirmation ou assertion du Sora, j'entendais les répondeurs s'exclamer d'une seule voix. Ça veut juste dire oui, oui, ajouta Sally d'un air malicieux. Le Sora tient une kora, une sorte de harpe à 8 cordes. Tu la vois? Et les répondeurs ont des goussous, des gourdes de calebasse habillées de filets de kauris. Le chanteur musicien et ses apprentis criaient, hurlaient le nom de Yacouba, puis ils entonnèrent un chant et brusquement imposèrent un instant de silence. Dans un mouvement d'ensemble, tous les chasseurs se relevèrent, pointant leurs longs fusils vers le ciel. Alors éclata le subit tonnerre d'une salve. Les spectateurs sursautèrent, crièrent, se jetèrent les uns sur les autres. La salve ébranla le quartier. Même le plan d'eau de la lagune trembla. Des vagues naissaient et venaient mourir sur la berge. La déflagration de la salve se prolongea dans la nuit par d'interminables échos pendant une longue minute. Les nuages de la poudre voilaient les lumières, c'était l'obscurité. L'air âcre se respirait difficilement. Nous y étions tous saisis par des persistantes quintes de tout. Le calme revenu après la salve, les chasseurs se mirent à danser en constituant un cercle que rejoignaient peu à peu les jeunes Soulman. Tout à coup, à ma stupeur, je vis Sally sauter dans le cercle et se mettre à danser avec une grâce inouïe. Tous les yeux suivaient ses mouvements, je ne voyais plus qu'elle. Au bout d'une demi-heure, le ballet fut interrompu et Sally me rejoignit sans mot dire. Le Sora et ses 2 répondeurs restaient au centre du cercle. Ils commencèrent à chanter le Danso Mana de mon père, reprit Sally. Qu'est-ce que c'est? C'est le récit épique de la vie et des exploits du grand maître Yacouba.